Aujourd'hui, nous partons en voyage sur les routes d'Amérique latine, là où tout a commencé pour Ernesto Che Guevara et son compagnon Alberto Granado au début des années 50. À mes côtés, François-Henri Désérable, écrivain passionné et voyageur qui nous présente son dernier livre, Chagrin d'un chant inachevé, sur la route de Che Guevara, publié chez Gallimard. Bienvenue à tous dans À l'affiche et bonjour François-Henri Désérable. Bonjour. Alors vous nous livrez donc ces quelques 200 pages d'un périple de 5 mois sur les traces des deux G, Granado et Guevara, entre mémoire, petite histoire et grande histoire et découverte. Tout d'abord, quelle était la vocation de ce voyage mythique de deux amis à travers l'Amérique latine entre 1951 et 1952 ? Pour eux, c'était simple. Vous savez, en fait, ils voulaient simplement vivre une aventure. Ils voulaient voir du pays. Ils voulaient. C'était pas du tout un voyage à visée politique. Ils font ce voyage pendant 7 mois sur une moto qui est une Norton 500 cm3 qu'ils ont baptisée la Poderosa, la puissante, la vigoureuse, qui très vite va les lâcher. Et au fur et à mesure de leur voyage, bien, il y a une sorte de basculement qui va s'opérer. Ils vont prendre conscience qu'il y a beaucoup d'Indiens en Amérique latine, qu'ils sont exploités. Et il faut relever la tête et il va bien falloir essayer de redresser les torts de ce monde. Donc, il y a vraiment le voyage comme transformation. Et ils sont tout jeunes, hein, ils ont une petite vingtaine tous Ouais. les deux. Je me demandais que représentait Che Guevara à vos yeux avant de vous lancer dans cette aventure. Il représentait quelqu'un qui était de tous les combats contre l'injustice sociale et qui l'a payé de sa vie, qui a fait la révolution à Cuba, qui a essayé de l'exporter ensuite au Congo, ça a été un échec, qui a essayé de l'exporter en Bolivie, ça a été un échec puisqu'il a trouvé la mort le 9 octobre 1967 à l'âge de 39 ans. Donc quelqu'un qui subordonnait son existence aux exigences d'une cause qui le dépassait. Mais moi, je ne mettais pas du tout mes pas dans les pas de Che Guevara. Je ne mettais pas ma roue dans celle du mythe révolutionnaire. Je la mettais dans celle d'un jeune homme qui n'était pas encore le Che, parce que Che, c'est une interjection argentine qui revenait si souvent dans sa bouche que les Cubains la lui ont donné pour surnom. Je mettais vraiment mes pas dans ceux d'un jeune homme. Et ce livre, finalement, parle assez peu de Che Guevara. C'est surtout un récit de voyage dans la pure tradition des récits de voyage, c'est-à-dire un récit de découverte, d'émerveillement, de paysages, de visages, de rencontres. Alors, devant la perspective d'avoir à acheter un appartement et de le meubler, vous écrivez, ça m'a fait beaucoup sourire, au meuble, il faudrait toujours préférer son sac de voyage, n'est-ce pas ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le point de départ ? Écoutez, je venais d'avoir 30 ans. Et ma famille et mes amis s'inquiétaient. Ils me disaient, est-ce qu'il ne serait pas temps que tu investisses dans la pierre, que tu t'installes un peu bourgeoisement ? Et j'avais l'impression que signer un acte de vente, ça aurait été un peu comme signer mon propre registre d'écrou. Et je voyais mon sac de voyage qui prenait la poussière au fond du placard. Et j'ai songé à cette phrase de Jack London que j'ai mise en épigraphe de ce livre. Pourquoi ne pas partir tout de suite ? Nul d'entre nous ne sera jamais plus jeune qu'aujourd'hui. Et j'ai décidé de prendre la route. Et vous émaillez donc votre récit de réflexion, de visite de différents bidonvilles. Vous pourrez citer les pays traversés, des témoignages de mineurs de Potosi en Bolivie. Comment ces rencontres vous ont permis d'établir un parallèle entre vous, ce que vous avez vécu à notre époque, et ce que eux ont vécu à la leur ? Évidemment, les choses ont pas mal changé, mais il y a aussi quelques invariants. L'une des rencontres les plus marquantes pour Guevara lorsqu'il fait ce voyage, c'est à Chuquicamata, qui est une mine au Chili. Et il partage sa couverture avec un mineur qui est complètement démuni, qui n'a rien sur lui. Et il dit qu'il n'a jamais eu aussi froid de sa vie, mais que paradoxalement, il n'a jamais autant ressenti de chaleur humaine. Aujourd'hui, cette mine de Chuquicamata, elle a été nationalisée, les mineurs travaillent dans d'excellentes conditions. Mais il y a d'autres mines en Amérique latine, par exemple en Bolivie, le Cerro Rico à Potosi, qui est l'une des villes les plus hautes du monde, où moi j'ai pu passer un certain temps. Et là, on voit que les conditions des mineurs sont toujours absolument atroces, à faire passer celles des mineurs de Germinal pour des touristes en goguette. Donc il y a quand même des choses qui continuent à vous indigner lorsque vous traversez
lorsque vous traversez ce continent, qui par ailleurs est un continent absolument magnifique, où on voit avec des paysages d'une beauté tout à fait sidérante, au point qu'on a presque honte que notre pauvre plume ne leur rende pas justice. François-Henri Désérat, pensez-vous que la figure de Che Guevara comporte une portée révolutionnaire ou s'est-elle surtout transformée de ce que vous avez vu en manne touristique et commerciale ? Il y a cette fameuse photo d'Alberto Corda qui a été prise en 1960, que le Che n'a jamais vue puisqu'elle a été publiée après la mort du Che en octobre 67, et qui est devenue très 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 connue, qui est devenue iconique, qui s'est retrouvée sur on la voit ici, qui s'est retrouvée sur des t-shirts, sur des posters. Moi-même, lorsque j'étais adolescent, j'avais ce poster dans ma chambre sans trop savoir en réalité qui était ce type. Et la figure du Che aujourd'hui veut tout de même dire quelque chose, notamment dans les bidonvilles sud-américains. Vous ne pouvez pas vous promener dans un bidonville sans voir sa tête dessinée ou peinte ou sur les murs. Et c'est assez frappant. Donc c'est quelqu'un qui porte encore un message qui n'est pas tout à fait oublié, un message porteur d'espoir, notamment pour les plus démunis, pour les petits, pour les obscurs, pour les sans-grade, pour les laissés pour compte de ce monde. Quelques questions maintenant pour apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes un grand admirateur de Nicolas Bouvier, grand voyageur, qui était un grand voyageur et écrivain suisse, l'auteur de L'usage du monde. On l'écoute s'exprimer à la télévision en 1990. Je crois que j'ai une approche du voyage qui est très intimiste parce que ce qui m'intéresse, ce sont les petites gens et les petites choses, pas du tout ce qui fait la une. Donc, et puis, d'autre part, je voyage de façon très lente et ensuite j'écris très lentement. Donc, il y a une sorte de double distillation qui s'opère. Et je crois que à travers ces deux démarches, j'arrive peut-être à faire partager des expériences qui sont modestes et à faire comprendre des pays qui ont l'air de prime abord incompréhensibles. Donc c'est toute une question de rythme et de temps. Moi, je n'ai jamais eu besoin de beaucoup d'argent pour voyager, mais j'ai toujours pris mon temps. Voilà, moi je vous reconnais là-dedans. Et vous ? Oui, Nicolas Bouvier, c'est vraiment un maître. Et la lecture de L'usage du monde, qui est son livre le plus connu à l'âge de 25 ans, a été pour moi une véritable déflagration. Et si aujourd'hui le voyage constitue en partie l'ossature de mon existence, c'est grâce à Nicolas Bouvier, c'est grâce à lui que j'ai appris à voyager lentement. Ce sont des voyages au long cours, mais des voyages aussi au lent cours. Et puis en sortant des sentiers battus, en allant dans les endroits où ne vont pas les touristes. C'est d'ailleurs ce qui distingue en général le touriste du voyageur. Autre anecdote amusante, vous avez été élève de Brigitte Macron à Amiens, lorsqu'elle était professeure de français, ça vous fait sourire. Que vous a-t-elle transmis ? Elle avait eu la bonne idée de mettre au programme du bac de français un écrivain qui a énormément compté pour moi, qui s'appelle Romain Gary, puisqu'elle avait mis La promesse de l'aube. Et moi, je dois vous avouer que j'avais lu assez peu des livres qui étaient au programme du bac cette année-là, mais j'avais lu La promesse de l'aube, et je suis allé à l'oral du bac un peu comme le condamné à mort à qui on a lié les mains dans le dos et bandé les yeux et qui attend la salve du peloton d'exécution. J'ai eu la chance de tomber sur La promesse de l'aube que j'avais adoré, et j'en ai conçu un amour immodéré pour Romain Gary qui est devenu l'homme de ma vie. Et peut-être sans doute que je le dois à Brigitte Macron qui était cette prof de français en classe de première au lycée de la Providence à Amiens. Ouais. Voilà, il faudra lire d'ailleurs un certain monsieur Pichelny de votre plume qui revient sur un des personnages de cette histoire. Et surprise, il y a quelques pages dans le livre, vous avez été joueur professionnel de hockey sur glace. Ouais. Comment ce sport a-t-il marqué votre vie ? Parce qu'en plus, on a retrouvé une photo. Oui, comment ce sport a marqué ma vie. Moi, j'ai commencé le hockey à l'âge de 5 ans. Et puis, ça a été... Baudelaire disait de la peinture que c'était sa primitive, son unique passion. Et je pourrais reprendre ces mots-là et dire la même chose du hockey sur glace, qui a occupé ma vie pendant toute mon enfance, mon adolescence, et ensuite pendant une dizaine d'années, puisque j'ai été joueur de hockey professionnel. Et peu à peu, j'ai délaissé le hockey au profit de la littérature qui emplit aujourd'hui le cours de mon existence.
Vous êtes un homme de passion. On a l'habitude de demander son coup de cœur culturel à notre invité dans cette émission. Et le vôtre, c'est la série The Studio de Seth Rogen sur Apple TV. Qu'est-ce qui vous a plu ? Écoutez, je n'attendais pas grand-chose de cette série. C'est une mini-série, c'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes. Et c'est une satire extrêmement grinçante de l'industrie hollywoodienne qui met en scène un directeur de studio, donc un producteur de cinéma qui rêve de faire des films indépendants, qui rêve de faire de l'art et qui en fait est obligé de composer avec la réalité du marché et qui se retrouve à faire... je suis désolé d'être aussi trivial, mais une merde commerciale. Et c'est extrêmement drôle. Formellement, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de plans séquences. Et vraiment, je la conseille à tout le monde. Elle est disponible sur MyCanal. Un grand merci, François-Henri Désérable. Je vous en prie. Pour ce voyage littéraire sur la route du Tché, entre histoire, mythe et réalité. Pour ceux qui veulent prolonger l'aventure, d'ailleurs, Chagrin d'un chant inachevé est disponible chez Gallimard. On se quitte avec un extrait de The Studio. L'info continue sur France 24, évidemment, et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. This job is just so much harder than I thought it was going to be. Matt! What up, Matt? Everyone wants something from me, and I can't give it to them. If you guys are actually open to doing something different, I have a lot of ideas. We love new ideas. Just not too new, because we got a pretty tight formula that we got to hit. I wouldn't say it's a formula so much as a structure that we 100% know works, so we're going to do it over and over again. Fine is not good enough. This is racist. You want to bring down the studio? Why didn't you shut this party down? Why do you keep lying? What is wrong with you? The job makes you stressed and panicked and miserable. But when it all comes together and you make a good movie, it's good forever.